La prochaine présentation sera la présentation de Joséphine Dumont, qui va nous parler de développement d'approches uniques pour la caractérisation des matières organiques du patrimoine. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon stage qui porte sur l'identification des gommes végétales dans des matrices patrimoniales. Donc, je suis en master de bioinformatique en parcours Omics et système biologie à l'Université de Lille et j'ai commencé mon stage de 6 mois en février. Je suis donc au C2RMF dans le groupe organique et en collaboration avec le SNBP, c'est un laboratoire de spectrométrie de masse. Et donc, cette collaboration, elle permet d'utiliser des techniques de pointe en spectrométrie de masse dans des contextes patrimoniaux. Donc, les gommes végétales, c'est des exudats naturels de plantes, d'arbres ou de graines, comme on peut voir sur la photo avec la gomme arabique. Et ils sont utilisés dans l'Égypte antique comme liant pour enrober les pigments de la polychromie. Ils sont présents également dans des vernis et potentiellement dans des baumes funéraires. Donc, mon but, c'est de les identifier pour préciser les recettes anciennes. Chimiquement, les gommes, c'est des hydrocolloïdes, donc c'est des polysaccharides capables de former un gel au contact de l'eau. Et les gommes contiennent une petite fraction protéique non étudiée dans le domaine du patrimoine qui pourrait servir de marqueur protéique pour les identifier. Donc jusqu'à maintenant, on utilisait la GCMS, donc la spectrométrie de masse couplée à la chromatographie gazeuse pour identifier les gommes. Et ça nous donnait un ratio relatif de monosaccharides pour chaque gomme, comme dans le tableau, et ça nous permettait de les discriminer entre elles. Mais les gommes, elles sont très proches au niveau de leur structure. Et si on veut analyser des mélanges complexes où il y a plusieurs gommes ou même d'autres sucres, bah, ça devient un petit peu compliqué à interpréter. Donc, suite à ça, il y a une méthode qui a été élaborée, donc c'est le Malditov MS, et d'ailleurs qui a été élaboré lors d'un stage au C2RMF l'année dernière, le stage de Théodora. Et donc, avec cette technique, on génère des profils oligosaccharidiques qui permettent d'identifier les gommes grâce à des pics fingerprints. Mais là encore, les gommes sont toujours structurellement proches, c'est le même problème. Et on voudrait s'affranchir des pics diagnostiques, car plus on identifie de gommes, plus c'est compliqué. Donc, le machine learning a été introduit par une équipe de recherche les espèces d'un même genre, le genre Acacia. Ils ont utilisé une technique de clustering et les espèces sont regroupées de manière logique. Mais ça reste un peu compliqué de distinguer des espèces très proches, donc il faut encore aller plus loin avec le machine learning et développer davantage. D'où les objectifs de mon stage, utiliser le machine learning pour extraire les caractéristiques spécifiques de chaque gomme à partir de leur profil oligosaccharidique et également d'identifier la fraction glycopeptidique de ces gommes pour enrichir davantage l'identification. Donc, pour un souci de timing pour la présentation, je vais me concentrer que sur le premier objectif. Alors ça, c'est le workflow. Donc, globalement, on solubilise la gomme dans de l'eau, puis il y a une étape de déglycosylation enzymatique qui permet de générer les fragments oligosaccharidiques. Et après, avec des étapes de filtration successives, on peut séparer la partie oligosaccharidique de la partie peptidique. Et donc, la partie oligosaccharidique, on la récupère après la première filtration pour l'analyser, comme je vous ai dit, en Malditov, qui permet d'analyser les fragments oligosaccharidiques à partir de leur masse. Et ce qu'on a en sortie en fait, du Maldi, c'est un spectre avec en abscisse le ratio masse-surcharge et en ordonnée l'intensité qui reflète l'abondance relative de chaque pic. Donc, pour les résultats, ici, on a le spectre de la gomme Locust Bean et on voit que les petites étoiles, qu'on a bien identifié les pics qui sont listés dans le petit tableau, c'est les pics qui sont attendus. Et pareil avec la gomme Acacia. Donc après, à partir de ces spectres, on a développé un modèle de machine learning avec une première étape de pré-traitement où on extrait les pics dont le rapport signal sur bruit est supérieur à 10, puis on les regroupe dans des fenêtres de 1 Dalton pour diminuer un peu le nombre de pics. Et on a choisi donc pour prédire les classes de gomme un modèle qui s'appelle le Random Forest. En fait, c'est un ensemble d'arbres de décision. Un arbre prend une décision, donc il prédit une gomme, et on agrège toutes ces décisions pour à la fin obtenir une prédiction finale qui nous dit de quelle gomme il s'agit.
Donc, pour faire ça, on doit diviser les données en deux sous-ensembles. Un sous-ensemble d'entraînement qui permet de construire le modèle et un sous-ensemble de tests qui sera utilisé pour évaluer les performances, car il est inconnu au modèle. Donc, le sous-ensemble d'entraînement qu'on voit juste ici est utilisé d'abord pour faire une validation croisée. Ça permet de vérifier que le modèle il fonctionne pas juste par hasard et aussi d'optimiser les hyperparamètres, comme par exemple le nombre d'arbres de décision pour le random forest. Donc, comment ça fonctionne? On divise ce sous-ensemble en 5, 4 parties pour l'entraînement, une partie pour tester les performances. Puis, à chaque itération, il y a une permutation des sous-ensembles de tests, ce qui permet de jamais tester la même portion du sous-ensemble. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a validé, que le modèle ne fonctionne pas par hasard, qu'on a choisi les paramètres, on peut cette fois réaliser vraiment l'entraînement et la construction du modèle, mais sur le sous-ensemble complet, donc on reprend, mais sans le diviser. Une fois que c'est fait, on teste les performances du modèle sur le sous-ensemble de test, ce qui permet d'évaluer les performances. Et si elles sont bonnes, on peut prédire un vrai échantillon. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le résultat de l'évaluation des performances. Ce qu'on a en entrée du modèle, c'est juste après le pré-traitement, c'est un tableau avec l'identifiant du spectre, la classe, et puis les colonnes, ça correspond au centroïde des fenêtres de Dalton dont on a parlé juste avant, et c'est rempli par les intensités maximales des pics de ces fenêtres. Et ce qu'on a en résultat, c'est les performances et on voit qu'on a une précision de prédiction de 100% avec 3 classes, ce qui valide l'approche. Évidemment, ça va diminuer en ajoutant des classes. Donc, pour conclure, j'en suis à peu près 63% de mon stage. Et donc, j'ai pu développer un moyen d'identifier les gommes de manière automatique qui semble encourageant parce que ça fonctionne. Et donc, la partie glycobioptique dont je n'ai pas parlé, elle ouvre des perspectives intéressantes pour enrichir l'identification. Et donc, combiner ces deux approches, ça va nous aider à mieux comprendre les approches anciennes. Voilà, merci pour votre attention. Il y a des questions dans la salle. J'avais une petite question. Du coup, j'imagine que pour l'instant, tout ce protocole, le workflow et tout, est développé sur des mock-ups, sur des échantillons de référence. Oui, sur des gommes qu'on a chez Sigma. D'accord. Et à la fin du stage, il est envisagé de le tester sur des échantillons réels ou oui, enfin, on a un petit souci analytique, donc si ça ne fonctionne pas, on ne va pas tester, mais normalement, oui. D'accord. Justement, tu auras de travailler sur des échantillons réels, donc ça, c'est des empreintes aussi qui ont été obtenues les 2 années précédentes, et voilà. Cette question, c'est quelle taille? Enfin, vous avez réalisé combien de références pour établir? Combien de spectres? Oui, voilà, sur combien de. Enfin, en gros, c'est combien d'échantillons dans ta base de références? Ok, j'en ai, je crois, une centaine par gomme. Une centaine par gomme, oui. Mais que j'ai récupéré pour la plupart de Théodora, parce qu'elle en avait déjà généré beaucoup. D'accord. Ok. Et il y a besoin de combien de matière pour faire une analyse? 100 microgrammes. Ça va. Il est pur pour l'instant. Sur Théodora, c'était des échantillons. Ça marche. Ça va visible. Oui, ça. Super. Super. D'autres questions? Ça, c'est développé sur quel environnement machine learning? Sur R. Mais mon tuteur le fait en Python en parallèle. C'est Cachify, ESPCI. ESPCI. Oui. Je n'ai pas gagné. D'autres questions? Oui. C'est pourquoi après ouais, Parce que dans la biblio, c'était le modèle le plus approprié. Et aussi, on en a testé plusieurs et les performances étaient meilleures avec celui-là. Voilà. D'autres questions? Je viens de faire une question. Pourquoi tu as choisi le ratio pic sur égal 10? Ouais. Ça sent un peu ça parce que c'est des questions que je me pose aussi à chaque fois pour éliminer le bruit. Parce que oui, on estime qu'en dessous, c'est du bruit. Est-ce que des fois, vous n'avez pas des tout petits pics que vous pourriez manquer comme ça ou... Non, enfin, c'est rare. Et les pics attendus, ils sont vraiment très intenses. D'accord. Ok, oui, vas-y. Voilà. Et juste avec les intenses, ça suffit pour caractériser. On les voit directement. Super.
Eh bien, merci beaucoup les filles. Merci beaucoup.